Pourquoi je suis expert comptable ? Dans cette nouvelle saison, notre podcast explore les chemins de vie des acteurs de l'expertise comptable, leur parcours inspirant, leurs études, leur expérience, leurs défis et ce qui les anime au quotidien. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite à découvrir ensemble ces histoires uniques qui donnent tout son sens à ce métier. Bonjour Anthony. Bonjour. Je suis ravi de t'interviewer pour pourquoi je suis expert comptable. On va parler de toi, de ton parcours, et pour inciter les jeunes et les nouveaux à rentrer dans notre profession. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Juste avant qu'on commence, j'ai été sur une IA qu'on connaît tous, ChatGPT d'OpenAI, où je lui ai demandé « Est-ce que tu connais Anthony Guez ?» Donc il m'a dit, alors tu me dis s'il ne dit pas de bêtises, profession, expert comptable, commissaire aux comptes, fondateur du cabinet Mindset sur Neuilly-sur-Seine, qui propose des services d'offres externalisés, audit, expertise comptable et accompagnement financier pour start-up PME. Anthony Guez a obtenu son diplôme d'expertise comptable en 2015. Il est certifié par le HEC Executive Education en DAF externalisé. Avant de créer Mindset Finance en 2019, il a plus de 10 ans d'expérience en cabinet d'audit et direction financière. Il occupe également le rôle de président de la commission innovation à l'Ordre des experts comptables de Paris. Divers, il utilise l'innovation, l'IA, le no-code et la digitalisation comme vecteur pour transformer le métier d'expert comptable. Eh bien, écoute, c'est parfait. J'aurais pas pu faire mieux moi-même, donc voilà. Bon, c'est pas trop ton thème. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est bien tout ça. Et je pense qu'on va revenir en profondeur justement sur à la fois ce que je fais aujourd'hui et puis mon parcours jusqu'à maintenant qui m'a amené à être là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, non, tout est bon. Ce podcast est propulsé par Pennylane, la plateforme tout en un qui révolutionne le quotidien des experts comptables. Imaginez, plus de saisies manuelles fastidieuses, une collaboration fluide avec vos clients et toute votre production comptable centralisée sur une seule interface intelligente. Le résultat ? Un gain de temps considérable pour développer vos missions de conseil. Plus de 3500 cabinets ont déjà fait le grand saut vers plus de productivité. Rejoignez le mouvement sur pennylane.com. On passe du coup directement sur ton passé et le parcours académique. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment de la vie d'Anthony il s'est dit, moi, je veux être expert comptable. Écoute, assez tardivement, après, tout est relatif évidemment, mais au départ, moi, donc j'ai fait un bac à l'époque ES. Je me suis orienté vers la fac et j'étais en filière éco-gestion à la Sorbonne, et puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure option pour moi, et donc j'ai bifurqué pour aller ensuite en master en école de commerce, qui m'a permis d'avoir ensuite 4 équivalences sur 7 au DSCG, et jusqu'à ce moment-là, ma vocation c'était plutôt d'aller faire du conseil, donc aux dirigeants, aux entreprises, plutôt sur des sujets financiers et stratégiques. Donc, c'est au final ce que je fais un peu aujourd'hui. Mais je me voyais pas forcément devenir expert comptable, avoir le diplôme, faire tout le cursus aussi pour y arriver, que je voyais ça comme quelque chose d'assez long, fastidieux, avec un mémoire, avec un stage de 3 ans à faire. Donc, je me voyais pas forcément là-dessus. Moi, quand j'ai découvert la compta, justement à la fac, je pense un peu comme beaucoup de gens, j'ai pas forcément eu un coup de cœur, c'est le moins que l'on puisse dire, je pense. J'aimais pas ça. Je pense parce que c'était mal enseigné. Je sais pas si depuis ça a changé ou pas, mais en tout cas à l'époque, ça donnait pas forcément envie et je ne voyais pas forcément l'intérêt, je ne comprenais pas exactement ce que ça pouvait m'apporter. Donc c'est pour ça que ça a mis pas mal de temps. J'ai eu un cheminement intellectuel assez long pour me rendre compte qu'en fait, j'avais envie d'aller vers ça. Mais en tout cas, assez tôt, j'ai quand même voulu m'orienter sur l'accompagnement des dirigeants, le conseil. Et au départ, je m'étais même dit, j'ai envie d'aider les dirigeants qui rencontrent des difficultés et les aider à redresser leur société. Donc, voilà, quelque chose qui est assez spécifique. Je sais pas, je me voyais un peu comme peut-être un médecin de l'entreprise. Donc, c'était un peu le chemin que j'avais envie de faire. Et puis après, par la suite, donc j'ai obtenu mon DSCG, DEC, etc. Et donc, et même entre le moment où j'ai eu le DEC et le moment où je me suis inscrit à l'ordre, il y a eu 5 ans, quasiment. D'accord. Voilà. Si tu veux, on y reviendra juste après, mais je voudrais déjà voir ce côté au niveau de la fac.
Comment tu as été attiré sur ce côté financier, là, financier, trésorerie, stratégique, aider? C'est que tu te débrouillais bien sur les chiffres quand même en maths ou... Autant quand j'étais en seconde et que j'ai dû faire un choix entre S et ES, je me voyais pas du tout aller en S parce que justement, j'aimais bien les maths, mais j'avais pas l'impression d'avoir non plus une dimension très scientifique. Pour autant, j'étais hyper attiré par justement l'éco, l'histoire géo, les maths, voilà. Donc ça m'intéressait. Et c'était ce vers quoi j'avais envie de me diriger. La physique, la chimie, les sciences. J'ai pas du tout accroché avec ces matières-là, donc pour moi, c'était pas possible, concevable d'aller voilà, dans une filière très scientifique. Mais par contre, j'aimais bien comprendre le monde qui nous entoure d'un point de vue plus économique. Et donc, voilà, c'était tout naturellement que je m'étais orienté vers cette voie-là. Donc tu sors de l'université un petit peu trop théorique et tu vas en école de commerce. Ouais. Et comment tu te retrouves en école de commerce à apprendre les filières financières et pas Alors vraiment, marketing quand ou autre? j'ai choisi mon école, c'était parce que donc je suis rentré en quatrième année, c'est parce que j'avais vu qu'il y avait un master qui était master audit expertise comptable où il y avait ces 4 équivalences sur 7 au DSCG, et donc j'ai choisi cette école pour avoir cette... Mais même quand j'ai choisi cette école et pour avoir les équivalences au DSCG, à ce moment-là, je ne voyais pas plus loin que le DSCG. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux avoir le DSCG parce que c'est un diplôme qui est important si notamment je veux m'orienter sur métier un peu finance, compta, etc. Mais je ne me voyais pas forcément aller jusqu'au DEC. J'ai plus fait les choses étape par étape. Une sécurité un petit peu. Oui, et puis ouais, j'avais besoin aussi ouais, exactement, de sécurité, de me rassurer, de pas forcément me projeter trop loin, de peur peut-être d'être déçu, parce qu'à ce moment-là, j'avais peut-être un manque de confiance en moi. Donc je me suis dit, voilà, je voyais le deck un peu comme l'Everest. Et donc au lieu de regarder le sommet, j'ai plus été, on va dire, étape par étape. Et c'est donc voilà, donc mon objectif c'était à ce moment-là d'avoir le DSCG, et je pensais pas à l'étape d'après. Voilà. Donc tu sors de l'école, tu as fait ton stage en dernière année en finance ou... J'ai fait un stage, en fait j'ai fait 2 stages. J'ai fait un stage en audit. J'étais dans un cabinet qui était spécialisé en audit pour le compte du FSE, du Fonds social européen. Et ensuite j'ai fait un stage en contrôle de gestion où là j'étais assez orienté sur tout ce qui était à la fois budget et à la fois reporting tous les mois. Donc, un peu ce que je fais aujourd'hui, en partie. Et donc ouais, stage et à la fois, on va dire en audit, du coup, et à la fois en contrôle de gestion, analyse financière, etc. Donc tu sors du diplôme d'école de commerce et Ouais. là, tu décides de passer le DSCG, tu décides d'aller sur le monde de l'expertise, tu décides de... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Alors à ce moment-là, je passe le DSCG. Alors la première année où je le passe vraiment, juste après la fin de mon master, je ne l'ai pas. C'est pas grave, je le repasse l'année d'après. Je m'y prends différemment. Et là, j'arrive à l'obtenir. J'ai eu un petit coup de chance. C'est que donc j'avais 4 équivalences. Donc j'ai passé compta, droit et système d'info. C'est système d'info qui m'a permis de compenser compta et droit où j'ai pas eu la moyenne. Voilà. Qui a complété, on va dire. Voilà, parce que j'ai eu une très bonne note en management de systèmes d'information, et donc bon, j'ai pas eu la moyenne, mais j'étais pas loin. J'étais, je crois, de mémoire à peu près autour des 9, 9,25, donc pas très loin. Et donc j'ai compensé de cette manière-là. Et donc ensuite, j'ai un peu tardé. Donc après l'école de commerce, je suis rentré dans un big en audit. J'ai fait 3 saisons d'audit là-bas. Je suis parti à la fin de ma saison de senior 1. Oui, mais tu es quand même parti là dans le monde expertise, audit. Voilà. Alors que tu aurais pu très bien aller dans une entreprise à faire du contrôle de gestion. Oui, bien sûr. Mais j'avais envie, je voyais un peu le monde de l'audit et le monde des bigs en particulier, avec un peu des étoiles dans les yeux.
Je sais qu'aujourd'hui, ça fait un peu moins rêver, mais moi, je suis rentré donc dans ce cabinet, c'était en 2010, donc ça commence à dater un petit peu. Et à l'époque, c'était vraiment la voie Oui, c'est la voie royale. royale, hein. La ligne sur le CV d'un Big Four. Exactement. Et donc, moi, je voyais ça, l'entrée dans un big, un peu comme vraiment une fierté, un accomplissement. Et donc, voilà, j'avais envie de rentrer dans une filière, entre guillemets, un peu élitiste. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'étais en audit middle market, donc c'est audit de société, un peu toute taille, tout secteur d'activité. Hors tout ce qui était banque, assurance, ça j'ai pas fait. Et puis hors aussi société du CAC 40. Mais donc après c'était tout le reste. Donc c'était une belle expérience très intéressante. L'avantage des bigs, c'est qu'on est assez vite responsabilisé. On apprend beaucoup de choses. Donc moi j'ai jamais autant appris quasiment que on va dire les 2 premières années où j'étais là-bas. Vraiment, je suis arrivé, j'avais l'impression au final de rien connaître. Entre la théorie et Voilà, vraiment entre le la match. théorie. Et puis l'audit, alors il y a évidemment une partie théorique, mais c'est une fois qu'on est sur le terrain, Oui, quoi. qu'on est chez un client et qu'on commence à auditer les comptes, que là, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Donc, évidemment, il y a toute une méthodologie d'audit à appliquer, mais il n'y a que quand on est sur le terrain qu'on se rend compte vraiment de la nature du métier et du rôle de l'auditeur. Voilà. Et moi, j'ai adoré parce qu'en fait, quand on est justement sur une partie un peu middle market, on change très régulièrement d'environnement. Donc, je partais le lundi matin chez un client à Paris ou en région. Je rentrais, je devais terminer le vendredi et hop, le lundi d'après, je changeais d'environnement, je changeais d'équipe, je changeais de senior, je changeais de manager, je changeais de secteur d'activité. Donc en fait, au bout de 3-4 mois, j'avais audité une dizaine d'entreprises, j'avais vu plein de fonctionnements, de business models différents, des équipes aussi qui étaient différentes. Et je trouvais qu'en termes d'enrichissement, de stimulation intellectuelle, c'était incroyable. C'était pendant cette période que tu as obtenu du coup le DSCG? Donc effectivement j'ai passé le DSCG donc 1 an plus tard. Donc à ce moment-là, moi j'étais devenu assistant confirmé. Et à ce moment-là, je m'inscris pour le stage du DEC. C'est là que je vais te poser la question. Ouais. Tu devais faire surtout beaucoup d'heures. Ouais. Ça y est, on vient d'avoir DSCG et tu te dis, bon, je vais mettre une couche de pression supplémentaire, je rentre pour faire l'apprentissage, enfin faire le stage de DEC. Ouais. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que j'ai avancé donc étape par étape, comme je te le disais. Donc une fois que j'ai eu le DSCG, j'ai pensé à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, forcément, c'est le DEC. Le DEC, quand tu t'inscris, en fait, les 2 premières années, ça change pas ton quotidien. Il y a des journées de regroupement à l'ordre, il y a quelques e-learning à faire, tu commences à faire un peu les rapports semestriels, mais c'est très faisable. Tu peux vraiment concilier ça avec la vie professionnelle, une vie personnelle aussi. Donc, ça change pas grand-chose. Après, c'est à partir de la 3e année où là, tu commences à réviser les épreuves écrites, à bosser sur ta notice, soumettre ton plan, commencer à rédiger ton mémoire, où là, en plus, ça peut coïncider aussi avec une vie personnelle qui évolue fortement. Moi, c'est ce qui a été mon cas. Et donc là, oui, il faut réussir à concilier un peu tout. Mais avec le recul, et même quand j'étais sur le moment, hein, je me disais pas que c'était insurmontable en fait. Je me disais c'est juste voilà, encore une fois, petit à petit, on avance une étape après l'autre et même quand j'ai rédigé mon mémoire, en fait, l'objectif des 100 pages, je me suis laissé un peu de temps, un été, mais je me suis dit j'y vais page par page. Et puis, en fait, tu commences, tu arrives à 10 pages, tu passes à 20 pages. Petit à petit, à un moment, tu te dis, je suis à 50, je suis à la moitié.
Voilà, donc puis après tu dépasses la moitié et puis après tu te dis: «Il reste plus que 20 pages, il reste plus que 10 pages. Ah bon, bah, ça y est, il me reste plus que l'intro et la conclusion et j'ai fini». Donc voilà, c'est évidemment au début ça semble insurmontable parce que tout de suite 100 pages c'est beaucoup. Puis en plus à l'époque, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas ChatGPT. Fallait le faire, là. Fallait le faire, mais en tout cas non, j'y suis allé vraiment, étape par étape. Mais quand tu t'es inscrit, Ouais. est-ce que tu t'es dit, là, j'y vais jusqu'à être expert comptable, ou tu dis, on y va, on verra? Non, en général, quand je m'engage dans quelque chose, je suis assez jusqu'au boutiste, on va dire. C'est pas dans mes habitudes d'abandonner. Donc, quand je me suis inscrit, je me suis dit, bah non, bah maintenant, la prochaine étape, c'est le deck et je vais tout faire pour y arriver. Voilà. Je me suis pas laissé le choix, l'option et j'y suis allé sans me poser de questions. Ouais. Et ben, on va rentrer sur cette partie-là, les défis rencontrés au moment du deck. Mm. Pour toi, ça a été quoi les principaux défis académiques ou personnels au moment du deck? Quand je parle de deck, c'est partie stage, la partie mémoire, la partie des écrits. Alors moi, je sais que j'ai un avis assez tranché là-dessus et parfois je rencontre des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi. Moi déjà, j'ai trouvé que le DSCG était beaucoup plus dur que le DEC. Alors peut-être parce que j'avais que 3 épreuves à passer et que sur ces 3 épreuves, il fallait que j'arrive à avoir 10. Donc il y avait sur la compta, le droit, c'est des matières où c'est pas évident d'avoir plus que 10. Alors il y en a, voilà, ça peut être un peu, voilà, c'est des épreuves très exigeantes. Euh, donc moi j'ai réussi à valider en compensant avec système d'info, mais quand on passe toutes les matières, on peut aller chercher des 11, 12, 13 dans d'autres matières, alors que là, ben, j'étais à 10. Donc voilà, pour moi, je trouvais que le DSCG était assez difficile. Tu as le droit à aucune documentation. Quand tu le rates, bah, tu dois attendre 1 an avant de le repasser. Et puis voilà, je trouve que par exemple, le droit, en fait, tout ce qu'il faut réviser, c'est extrêmement vaste. Le programme est très dense, il y a beaucoup de choses. Le deck, alors oui, il y a le mémoire qui fait 100 pages, mais en même temps, tu choisis ton sujet et puis tu valides ton plan auprès de la personne auprès de qui tu vas présenter ton mémoire. Donc, normalement, tu choisis un sujet sur lequel tu es à l'aise et la personne qui va te mettre la note a validé quand même ton plan. Donc, ça te permet d'éviter les hors-sujets, etc. Et puis, l'épreuve écrite, bon, la déonto, je ne connais pas le taux de succès exact, mais je crois qu'on est à peu près à 90%. Bien élevé. Voilà. Bien, mais bon, en général, c'est pas ça qui te fait rater ou avoir ton deck, parce que avec le jeu des coefficients et puis d'avoir au moins 10 quand même au mémoire, bon, la déonto c'est indispensable, il faut la passer, mais c'est pas ça qui fait avoir le deck. L'épreuve de révision, elle est très vaste, un peu comme pour le DSCG, mais au moins on peut avoir toute la documentation dont on a besoin. Il y a la possibilité aussi de s'entraîner pour justement apprendre à utiliser cette documentation. Et puis quand on le rate, on peut le repasser 6 mois plus tard. Donc il y a 2 passages par an, et ça, je trouve que ça change beaucoup de choses par rapport au DSCG. Toi, je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, j'ai le même ressenti que toi. Je trouvais que le DSCG, c'était plus dur les 2 yeux que le deck. Mais est-ce que ça vient pas aussi le fait d'avoir travaillé, d'avoir l'expérience, la maturité aussi, ça nous a permis de mieux voir aussi et de comprendre peut-être? Bah, c'est vrai que quand on passe le DSCG et que c'est juste après avoir terminé ses études, bah, on a un niveau de maîtrise des enjeux pratiques assez limité. Donc on n'a pas forcément beaucoup de recul, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc voilà, c'est pas évident. Le deck, quand tu le passes, tu as au moins 3 ans d'expérience, on va dire en CDI derrière toi. Donc tu peux être amené en fonction des sujets à tomber sur quelque chose que tu as déjà été amené à traiter. Donc ça peut aussi t'aider dans justement les raisonnements, trouver la documentation, parce que si ça se trouve, tu as déjà été confronté, entre guillemets, dans la vraie vie, à te poser la même question et à trouver la réponse. Donc, c'est sûr que forcément, quand tu arrives armé d'une expérience pratique, bah, tu vois les choses différemment. Quelle méthode tu as utilisée ou stratagème
pour pouvoir réussir justement à surmonter le mémoire, la notice et les écrits? Alors moi, vraiment, aucun stratagème, enfin, rien de tout ça. Tu m'as mis travail en autonomie, donc tu t'es quand même organisé. Voilà, mais j'ai pas fait je me suis pas inscrit. Je sais qu'il y a des écoles qui proposent le soir ou le samedi des cours ou voilà, des groupes de travail pour. Voilà, moi j'ai travaillé de mon côté. J'ai repris les annales. Voilà, j'ai préparé ma documentation, notamment via les conseils de Compta Online, puisqu'il y avait toute une rubrique où il y avait voilà, toute la documentation qu'il fallait avoir, donc c'était très utile. Mais voilà, et puis après, sur la partie déonto, j'avais acheté le petit livret du Carédec. Il fallait lire, donc je lisais, voilà. Mais bon, ça se lit facilement. Bachotage. Du bachotage. Non, là, j'avais pas une stratégie. Voilà, Est-ce que tu as passé les épreuves les 3 en même temps? Alors, j'ai passé. En fait, ce qui s'est passé, pour être précis, c'est que donc j'avais commencé à rédiger mon mémoire pendant un été, et puis ça tombait bien, ma femme était enceinte. Donc, de toute façon, et elle devait accoucher, son terme était fin août. Donc, je ne devais pas partir en vacances, donc c'était très bien. Donc, j'ai commencé à rédiger mon mémoire au mois de juin, je continue en juillet, en août aussi. Et puis en fait, donc son terme était fin août et finalement, elle a accouché le 17 août. Donc, magnifique nouvelle, j'étais évidemment le plus heureux, mais ça a été impossible. Donc, le 17 août, j'étais à peu près à 70 pages. Donc, je pouvais encore tenir la cadence à ce moment-là jusqu'à fin août, mais à ce moment-là, impossible d'écrire une page. Donc, le mémoire, je l'ai passé à la session d'après. Mais au mois de novembre, j'ai quand même passé les 2 épreuves écrites, vraiment, pour le coup, en mode touriste, en me disant bon, je viens d'avoir un bébé, j'ai pas forcément beaucoup de temps. J'y vais un peu je l'ai pris comme un entraînement. Prendre l'expérience, pour prendre l'expérience, pour voir ce que je vaux. Je me souviens plus de mes notes, mais bon, j'ai eu la déonto, mais j'ai pas eu la révision. Comme j'ai pas passé le mémoire, je pouvais pas de toute façon compenser. Donc voilà, c'était un entraînement pour moi de passer la révision à ce moment-là. Et puis la session d'après, donc mai 2015, là, je passe la révision et là, je passe aussi le mémoire. Et donc là, j'obtiens les 2. Voilà. Alors, je me souviens plus si j'ai eu la révision ou pas, ou si le mémoire m'a fait compenser, je sais plus. J'ai un petit doute là, mais en tout cas, le principal, la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'à ce moment-là, j'ai obtenu mon DEC, ouais, qui était un peu le Graal et quelque chose, voilà, quand j'étais étudiant, que par exemple, quand j'ai passé la première fois le DSCG et que je l'ai raté, en fait, pour moi, le DEC, ça me paraissait très, très loin. Et là, en fait, le fait de l'avoir, j'ai ressenti une immense fierté, un très grand accomplissement. Et ça a marqué aussi la fin des études. C'est-à-dire que je sais pas, tu rentres au CP, tu as 5 ans. Tu te rends pas compte forcément de toutes les études qui vont arriver par la suite. Quand tu es étudiant, tu n'as qu'une envie, c'est que les études se terminent pour rentrer dans la vie active. Là, j'étais déjà rentré dans la vie active, mais j'avais encore des examens. Et d'obtenir ce sésame, c'était voilà, une grande libération. Moi, je l'ai vécu comme une libération parce que, en fait, c'est quand même un stress. Et tu te dis, bon, si j'ai raté le mémoire, il faut que je le repasse. C'est-à-dire qu'il faut remodifier. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'implication. Donc, moi, je l'ai vécu voilà, vraiment comme une libération. Et voilà, j'étais sur un nuage. Est-ce que tu étais encore en Big à ce moment-là? Alors non, moi j'ai fait donc 3 saisons en Big. Je suis parti à la fin de la saison de senior parce que j'ai eu une opportunité de rejoindre une PME en tant que DAF. D'accord. Et à ce moment-là, j'avais 3 ans d'expérience derrière moi. Devenir DAF d'une PME, d'un groupe qui faisait à l'époque un peu moins, je crois, de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
J'ai trouvé que c'était une super opportunité. Et donc, j'ai rejoint cette PME, mais je les ai prévenus dès le départ que à ce moment-là, moi, j'étais stagiaire DEC, parce que ça faisait à peu près 1 an et demi que je m'étais inscrit. Donc, je pouvais faire 1 an en entreprise, et c'était une superbe expérience. Mais il fallait que je retourne en cabinet par la suite pour terminer. Si je faisais 1 an chez eux, j'avais à peu près 6 mois après à faire. Et puis, de toute façon, je me voyais retourner aussi en cabinet pour poursuivre ma carrière. Je ne me voyais pas continuer en entreprise par la suite. Donc, j'ai trouvé je me suis dit que ça pouvait être vraiment une très belle opportunité à ce moment-là de vivre cette expérience. Mais je savais que je n'avais pas forcément l'envie de m'inscrire sur la durée, mais j'étais assez transparent avec eux. Et bon, ça leur convenait parfaitement parce qu'à ce moment-là, ils avaient des éventuels projets qui n'ont pas abouti, mais voilà. En tout cas, le besoin pour eux leur convenait d'avoir quelqu'un comme moi sur une année. Voilà. Comment s'est passée l'écriture de la notice? On dit souvent que le mémoire, c'est le plus dur, mais en fait, c'est la notice derrière. Justement, en fait, moi, mon sujet du mémoire Est-ce que tu veux nous rappeler ton mémoire? a porté sur cette expérience de DAF en entreprise. Alors, c'est une société du secteur de la conciergerie d'entreprise. Donc, c'est un sujet, j'ai eu de la chance, en fait, c'est un sujet qui n'avait pas été traité, ou en tout cas, je n'avais pas trouvé de source qui parlait du sujet du secteur, en tout cas, de la conciergerie d'entreprise. Et donc, moi, mon sujet plus spécifiquement, c'était un guide méthodologique à destination de l'expert comptable concernant la mise en place d'outils de pilotage appliqués au secteur de la conciergerie d'entreprise. Donc, j'ai fait quelque chose qui correspondait à mon quotidien et avec une vocation très pratico-pratique pour détailler vraiment les outils de pilotage que je mettais en place et que que j'utilisais tous les jours. Et donc, c'est aussi pour ça que cette expérience, elle a été vraiment très impactante pour moi et très formatrice. C'est que sans le savoir, en fait, ça a été les premières étapes, premières pierres à l'édifice de ce que mon parcours allait devenir par la suite. Puisqu'aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé, mais je suis expert comptable, mais on a un positionnement très particulier. On a une activité expertise comptable, mais le cœur de notre activité, c'est de faire de la direction financière externalisée à destination des TPE, PME, start-up. Et en fait, ce que j'ai appris pendant cette année-là, c'est des choses qui m'ont servi quand je me suis lancé, qui m'ont permis à la fois d'être crédible quand j'échangeais avec des prospects, quand je cherchais mes premiers clients. D'ailleurs, cette société est devenue mon premier client quand je me suis lancé. Voilà, pour la petite histoire. Et pour aller chercher le 2e, le 3e, le 4e client, je me suis aussi appuyé sur cette expérience-là et pour montrer que j'étais crédible, pour être DAF externalisé, j'ai d'abord été DAF internalisé. Et ça, voilà, c'était important. Comment tu as fait pour résister, pour marier, concilier ton stage de DEC, ta notice, ton métier, ta vie personnelle et passer les euros? Alors, vous le voyez pas, il fait la moue et il fait je sais pas. Non. Comment tu tiens? Je me suis pas trop posé de questions. Évidemment, voilà, quand tu es en audit dans un big sur tes années, tes premières années, tu travailles beaucoup. Tu peux être amené en tout cas sur la période, on va dire entre janvier et mai, tu travailles beaucoup. Tu as des journées très chargées. Parfois, tu retravailles le soir. Parfois, tu dois retravailler le week-end. Donc évidemment, voilà, c'est un planning très chargé. À titre personnel, je me suis marié, j'ai eu un premier enfant. Donc réussir à concilier tout ça, c'est pas évident. Est-ce que tu t'es posé la question? L'organisation, c'est voilà. Après, ma femme était, elle aussi, en fait, elle a à ce moment-là choisi un parcours qui est aussi très long, très compliqué. Parce qu'elle est notaire de formation, elle a travaillé pendant 7 ans. Donc, eux, c'est comme nous, c'est 5 ans. Et ensuite, 2 ans de stage avec aussi un mémoire, pas aussi long, mais un mémoire quand même de 50 pages à faire, avec des examens tous les 6 mois pendant ces 2 ans.
oui, à concilier. Donc en fait, il y avait des moments, on se retrouvait, en fait, ça nous arrangeait bien. On se retrouvait le week-end à bosser ensemble. Moi, mon DSCG, elle, ses examens. Qui garde le bébé? Alors à ce moment-là, on n'avait pas de bébé. On a attendu, on a fait les choses quand même un peu dans l'ordre parce que ça aurait été pour le coup impossible à gérer d'avoir un bébé à ce moment-là. Donc DSCG et elle, ses examens, on n'avait pas d'enfant. Mais après, oui, le DEC, moi, j'avais un enfant, mais bon, voilà, j'ai essayé de faire en sorte de l'avoir quand même rapidement et de ne pas traîner ça sur trop de temps. J'ai eu de la chance. Bah, j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai ma femme qui a été d'un précieux soutien. Et puis, elle a géré notre enfant quand moi, je devais finir la rédaction de mon mémoire, me replonger dans les exercices les annales des années passées en révision, etc. Mais maintenant, avec le recul, alors ça fait du coup un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai passé le DEC, forcément, avec le temps, tu oublies un peu les galères et tu retiens que le positif. Mais sur le moment, je pense que je galérais de mémoire. Oui, c'était un moment un peu de galère, mais de la galère positive. En fait, je savais que j'étais, en fait, j'étais à la fin, vraiment, et il me restait ça. J'avais fait 98 ou 99% du chemin. Il me restait pas grand-chose. Donc, en fait, quand tu sais qu'il y a ça, tu fermes les yeux et tu continues et tu te dis, bon, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça sera fini. Et voilà, c'est juste la dernière ligne droite, il faut foncer et pas se poser trop de questions. Voilà. Tu regrettes pas? Alors, non seulement je regrette pas, mais si c'était à refaire, je le referais. Et c'est surtout, voilà, encore une fois, c'est la fierté aussi d'avoir réussi à faire ça, d'avoir concilié vie pro, vie perso. Et puis, en fait, j'aurais pas pu en être là aujourd'hui si j'étais pas passé par toutes ces étapes. Donc, pour moi, c'était le chemin qu'il fallait prendre, sur lequel il fallait que je m'engage. Est-ce que tu veux nous parler de ton oral de soutenance? Est-ce que tu étais stressé? Ça a bien passé à Arcueil? Ouais. Alors, j'étais pas spécialement stressé, un petit peu quand même, hein, mais ça va, acceptable. Non, c'est surtout que mon jury d'examen, alors ma crainte, c'était qu'ils aient pas lu mon mémoire. Ma crainte a été assez vite dissipée, puisque je me suis rendu compte qu'il y en avait au moins un des deux qui avait tout lu, parce que toutes les pages du mémoire, à l'époque, il fallait les rendre en format papier. Ça a changé, mais à l'époque, c'était format papier, et toutes les pages, il y avait des annotations, des mots entourés, des choses comme ça. Donc, pour le coup, et moi, j'ai eu un oral très particulier. C'est-à-dire qu'au début, bon, j'ai fait ma présentation 5-10 minutes. Et puis ensuite, ça a été pour le coup un long moment douloureux et j'étais persuadé de ne pas l'avoir parce que pendant les 50 minutes qui restaient, c'était Monsieur, page 3, deuxième paragraphe, lisez. Donc je lis. Et là, Monsieur, trouvez la faute ou trouvez la formulation qui ne convenait pas. En fait, un des deux était un auteur de livres, de gestion, de choses comme ça. Et donc, il accordait beaucoup d'importance à la forme, à la tournure. Et donc, pendant 50 minutes, littéralement, il n'y avait pas de questions qui m'étaient posées. De fond, ouais. De fond. C'est-à-dire que pour moi, la soutenance, le but, c'était de s'assurer que la personne qui était en phase 2 était bien la personne qui avait rédigé le mémoire. Là, j'aurais pu envoyer n'importe qui à ma place. C'était pour lire page 14, paragraphe 2, n'importe qui aurait pu le faire. Et puis, voilà, c'était vraiment... en plus, voilà, j'étais repris sur des choses. Alors, oui, c'était pas du français correct, mais par exemple, je me souviens, ça m'a marqué. Il y a 2-3 mots, par exemple, sur lesquels j'ai été retoqué. J'ai écrit proratisé. Alors, oui, proratisé, je pense que ça vient enfin, ça n'existe pas. Ça vient de prorata, je pense que c'est du latin. Mais sauf que dans le langage courant, justement, sur le terrain, en fait, proratisé, tout le monde le dit, tout le monde l'utilise. Et donc, moi, j'ai écrit proratisé. Donc, il n'a pas aimé, il me l'a reproché. Pareil, à un moment, j'ai écrit comptablement. Donc, comptablement, j'ai appris que ce n'était pas français. Maintenant, pareil, c'est un mot dans le langage courant. J'ai écrit, je crois aussi, perpétuel pour parler de je sais plus trop quoi. Et en fait, il m'a repris, il m'a dit non, perpétuel, ça me fait penser aux concessions
dans les cimetières, en fait, qui sont perpétuels. Enfin bon, voilà, c'était assez lunaire. Et donc, au bout de 50 minutes, il y a une personne du siècle qui vient nous voir, qui nous dit, bon, il va falloir conclure. Et on était à la page 60, tu vois, donc on n'avait même pas fini. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, bon, bah, de manière très claire, si le but, c'était de s'assurer que c'était bien moi qui l'avais écrit, je suis pas sûr qu'il soit rassuré. Je pense qu'en fait, ils ont fait ça. L'autre n'a pas parlé. Ah oui. Il a fait ça pour, en gros, il me disait, monsieur, notez, notez. Ouais, pour dire Donc, que tu vas donc je notais, je prenais tout en note en me disant, et à ce moment-là, je me disais, bon, bah, donc, je ne vais pas avoir le deck là, enfin, je ne vais pas avoir mon mémoire. Je note pour corriger pour la prochaine fois. Donc voilà, je sors de là. En fait, je suis même pas. Bon, je suis un peu dégoûté de la façon dont ça s'est passé parce que ça ne s'est pas passé de la manière avec laquelle je m'attendais, je m'étais préparé. Mais je me suis dit, bon, ben, au moins, j'ai compris maintenant ce qu'il voulait. On a fait l'exercice de correction sur 60 pages. Bon, bah, il me reste à faire une quarantaine de pages. J'ai compris, je vais tout reprendre pour écrire en bon français, etc. Et voilà, le jour des résultats. Bon, je regarde évidemment, j'ai toujours l'espoir. Tu Ouais, vois, tu te dis, ah, on sait voilà. jamais, sur une On ne sait erreur. jamais sur un malentendu. Et là, en fait, je vois qu'en fait, alors j'ai pas eu une super note, mais j'ai eu 11, ce qui était suffisant et qui m'a permis d'avoir. Et en fait, donc ça a été vraiment une très bonne surprise parce que pour le coup, je me suis dit, bon, bah, c'est sûr, je l'ai pas en fait. Voilà. Donc, comme quoi, on peut avoir des bonnes surprises. Et voilà, je sais que parfois, il y a les cas inverses de personnes qui sortent et qui se disent, bah, ça s'est bien passé, j'ai répondu à toutes leurs questions, et puis qui finissent avec un 8 ou un 9. Et ça peut être, je pense, d'autant plus frustrant. Moi, j'attendais rien. Donc, ça a été encore plus, on va dire, libérateur de me dire, bah, ça y est, c'est fini. Voilà, les examens, les diplômes. Les révisions, j'ai fini. Voilà. Comment tu te sens à ce moment-là? Tu dis, ouf, comme tu l'as dit, soulagement, mais fierté, et t'as pas un moment de doute en disant, bah, maintenant on fait quoi? À ce moment-là, en fait, j'étais retourné en cabinet. Et j'étais dans un petit cabinet, mais avec des beaux dossiers. Mais ça faisait à peu près 1 an et demi que j'étais là-bas, mais je n'étais pas forcément heureux et épanoui dans ce cabinet. Et donc, j'avais pris la décision de quitter ce cabinet. Et je me souviens que le jour où j'ai justement passé l'oral, le matin, je passais l'oral, l'après-midi, je passais un entretien. Et au moment où il y a les résultats, en fait, j'avais déjà démissionné, j'étais en préavis. Et donc, bah, je m'apprêtais à démarrer une nouvelle expérience dans un cabinet. Donc, bah, c'est toujours sympa aussi d'arriver dans un nouveau cabinet avec bah, la casquette de jeune diplômé, plutôt que de dire bah, je l'ai passé, je l'ai raté. Donc, voilà, ça n'aurait pas changé forcément grand-chose, mais en tout cas, sur le moment, voilà, petite fierté de se dire qu'on est diplômé. Ouais. Là, j'aimerais qu'on aille sur la parcours après DEC. Ouais. Et donc, ça y est, tu as le diplôme, tu commences à travailler dans ce nouveau cabinet. Et là, tu te dis quoi? Je vais m'associer dans ce nouveau cabinet, je vais créer mon cabinet, faut pas que je reste, ou on verra. Pour l'instant, on souffle. Non, en fait, donc moi j'ai eu le deck, bah, j'avais 30 ans. Euh, je trouvais enfin, je me voyais pas me lancer à ce moment-là. Je trouvais que c'était un peu tôt. Donc j'estimais que je devais encore me confronter à la réalité du terrain en tant que salarié avant d'envisager autre chose. Je vais couper, tu faisais beaucoup d'audits, là, tu es parti sur le côté expertise. Non, j'étais encore. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai un parcours où j'ai ouais, parcours fac, école de commerce. Bah, j'ai pas démarré par l'expertise. Et comme après, je suis rentré en audit, bah, tout de suite, en fait, c'est très compliqué quand tu démarres par l'audit et que tu n'as pas fait d'expertise avant, de pouvoir bifurquer et redémarrer sur des missions en expertise. Donc en fait, dans le petit cabinet où j'étais, dont je t'ai parlé juste avant, j'étais un peu mixte, pas à 50-50, mais j'étais à 20-80, 70-30, même pas.
Et j'ai fait un peu d'expertise, mais pas suffisamment pour me dire, OK, ben je reste à 100% sur quelque chose comme ça. J'avais envie de revenir sur ce que je connaissais le plus, la partie audit. J'avais fait aussi quelques missions de conseil, c'était sympa. Mais donc voilà, donc j'ai le deck, mais en fait, à ce moment-là, le deck, bon, comme je l'ai dit, c'est une fierté et puis un aboutissement. Mais passer ce moment, je le mets dans un tiroir et limite, je l'oublie en fait. Je me dis, voilà, pour l'instant, je me vois pas me lancer tout seul en création ex nihilo, voilà. À ce moment-là aussi, quand tu es dans une filière, voilà, l'audit, tu es DAF en entreprise, etc. Je parle pour mon cas en tout cas, en fait, j'ai jamais été amené à faire du développement commercial. Donc en fait, à ce moment-là, se dire, je me lance et il faut que j'aille trouver mes premiers clients, je trouvais que c'était une étape difficile. Ouais, risqué. Risqué. Et donc, je préférais le confort à ce moment-là du salariat. Et donc, je suis resté dans ce cabinet 2 ans. J'ai ensuite changé, je suis allé dans un autre cabinet où là, on m'a recruté en tant que futur associé. Directeur de mission audit, responsable du pôle audit / futur associé. Et en fait, dans ce cabinet, quelques mois après mon arrivée, il y a eu les premières annonces de Bruno Le Maire sur ce qui allait être la future loi Pacte, avec le rehaussement des seuils. Donc, à ce moment-là, c'était compliqué d'envisager l'association dans ce cabinet, parce que le cabinet, c'était un cabinet de taille intermédiaire, il y avait une centaine de personnes. Mais le pôle audit, c'était tout petit, tout naissant. Et donc, il y avait une mandat, quoi. Il y avait une trentaine de mandats, mais en fait, quand tu analysais la liste des mandats et tu disais qu'est-ce qui reste une fois que la loi est appliquée, il ne restait pas forcément grand-chose. Donc, alors dans ce cabinet, j'ai aussi eu l'occasion de développer une offre de DAF externalisé à destination des clients du cabinet. Donc, c'était aussi intéressant. Et puis, pour plein de raisons, finalement, je ne me suis pas associé dans ce cabinet, mais ça a été ma dernière expérience en tant que salarié. Et là, donc en 2019, j'ai quitté ce cabinet pour, à ce moment-là, m'installer. Mais il m'a fallu quand même, tu vois, tout ce cheminement professionnel, intellectuel, personnel, pour arriver et me dire, OK, je me sens capable, je me sens prêt à me lancer, à être seul, à devoir trouver mes premiers clients, à compter que sur moi-même. Et en fait, j'ai eu un switch dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes de... Je ne sais pas l'expliquer, mais vraiment, ça a été très rapide. C'est-à-dire que je suis vraiment passé d'un état où je me voyais surtout pas me lancer seul et surtout pas en création à j'ai suffisamment confiance en moi pour me lancer et pour savoir que ça va bien se passer. Est-ce que, alors c'est une question que je vais te poser, tu peux y répondre, on pourra couper. Hein. Est-ce que c'est le fait aussi d'être papa et le fait qu'aussi ta femme peut-être a racheté une clientèle en tant que notaire ou... Alors ma femme, elle a donc travaillé pendant 7 ans dans le notariat et au bout de 7 ans, elle en a eu marre de son métier, mais elle est restée dans cet environnement-là. Elle a lancé, son cabinet de recrutement pour les notaires. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, quand je me suis lancé, ça faisait 2 ans qu'elles étaient lancées. Et je voyais qu'elle était beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, qu'elle avait eu aussi de la réussite, pareil en se lançant, parce qu'elle, quand elle s'est lancée, elle ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Et donc, forcément, j'ai été impacté par son lancement et par la réussite et l'épanouissement qu'elle avait au travers de sa nouvelle activité. Donc forcément, ça a joué pour moi. C'est vrai que si ça avait été compliqué, qu'elle avait essayé ça pendant 6 mois, 1 an, qu'elle ne trouvait pas de clients et qu'elle était retournée, ça aurait certainement, peut-être joué sur mon choix.
là, en l'occurrence, en étant avec quelqu'un qui vit les choses pleinement et pour qui ça fonctionne, bah, ça m'a forcément donné un peu plus de confiance en moi, ça m'a donné des ailes. Et donc, je pense que j'ai vu les choses de manière beaucoup plus sereine, c'est sûr. Pour toi, l'obtention du DEC, est-ce que tu penses que ça l'a influencé cette trajectoire où maintenant, tu vois, tu es un petit peu spécialisé sur la partie externalisation DAF externalisée. Ouais. Est-ce que tu penses que de ne pas avoir le DEC, ça aurait été pas pareil? Alors, ça aurait été pas pareil, évidemment, mais en même temps, aujourd'hui, la plupart de mes concurrents, la plupart de nos concurrents, ce ne sont pas les experts comptables. C'est des cabinets spécialisés en direction financière externalisée et qui ne sont pas experts comptables. Donc, aujourd'hui, oui, le DEX, ça permet d'être expert comptable, ça donne à certains moments de la crédibilité. Ça apporte tout un tas de choses positives. Pour autant, si je n'avais pas réussi, si j'avais abandonné dans mon parcours en fait pour obtenir le DEC, j'aurais pu être au même point aujourd'hui. Alors pas tout à fait parce qu'on a quand même une activité expertise comptable, on a une activité CAC, donc j'aurais pas pu les exercer, c'est certain. Mais j'aurais, en tout cas sur la volée DAF, j'aurais été à peu près, je pense, au même point qu'aujourd'hui. En tout cas, voilà, rien n'aurait pu s'opposer à ça. Voilà. Maintenant, si tu le veux bien, moi j'aimerais avoir un petit retour sur tes inspirations, tes mentors. Est-ce qu'il y a eu c'est le moment dans ta vie ou des personnes qui t'ont influencé dans ton parcours du coup? Ouais, je pense que la personne qui m'a le plus influencé positivement, en fait, c'est justement quand j'ai été DAF en entreprise, le dirigeant de cette société avait fait un parcours. Il avait passé 20 ou 30 ans chez Deloitte. Il a occupé les fonctions les plus élevées chez Deloitte. Il était CEO Europe, Comex Monde, voilà. Donc quelqu'un d'un très haut niveau intellectuel. C'est lui qui avait participé en fait, Deloitte France, c'était à un moment dans les années 70, j'ai pas toutes les infos forcément justes, mais en tout cas, c'est un moment, plusieurs cabinets qui ont décidé de regrouper leurs activités et de se mettre sous l'appellation Deloitte, qui était un réseau mondial. C'est lui qui a organisé ça et qui a pris la tête de ça, et pendant 20 ans, il a dirigé ça. Et en fait, quand il a quitté Deloitte, c'est pour monter cette société-là. D'accord. Et donc, être à ses côtés pendant un an, en termes de compétences, d'organisation, de méthode de travail, etc. Alors, il y avait un décalage générationnel entre lui et moi. Par exemple, il n'y avait pas d'ordinateur. Et donc, en fait, il avait une secrétaire qui lui a apporté ses mails en papier. Et lui, il lisait, il notait 2-3 trucs à la main. Et elle, en fait, elle faisait les réponses, elle mettait les formes, etc. Moi, quand je travaillais, en fait, je travaillais sur des Excel, etc. Je les imprimais et j'allais le voir dans son bureau et on regardait ça ensemble. Voilà. Donc, c'est une méthode de travail qui était particulière, mais hormis ça, en termes de... Enfin, moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et ouais, qui a vraiment joué un rôle de mentor parce que... en fait, justement, quand on discute pour que je devienne DAF de son entreprise, etc., au début, je lui dis que je suis en audit, que je suis en stage d'expertise, etc. Et en fait, dans son discours, il a su trouver les mots pour me convaincre en me disant, et il avait raison, qu'en fait, ce qui manque parfois chez certains experts comptables, c'est de passer de l'autre côté de la barrière. Et d'être en entreprise, de savoir réellement comment ça fonctionne, c'est quoi le quotidien, d'intégrer en fait cette dimension conseil en passant de l'autre côté en étant DAF.
Et en fait, il m'avait dit, si tu arrives à intégrer ça dans ta façon d'être, en fait, tu peux avoir un boulevard devant toi euh, par rapport aux autres experts comptables qui, eux, auront manqué de pratique terrain en étant uniquement dans leur cabinet. Voilà, donc ça m'avait marqué. Et en fait, j'ai trouvé qu'il avait complètement raison. Et cette expérience, encore une fois, donc moi, elle m'a marqué parce que bon, ça fait partie de mon stage du DEC, c'était mon sujet de mémoire, ça a été mon premier client quand je me suis lancé, parce que justement, on a créé une relation où on est resté en contact. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et qui, ouais, pendant que j'étais là-bas, en fait, était vraiment un mentor pour moi. Ouais. Je vais prendre le contre-pied. Tu as sûrement eu des défis, des problématiques. Est-ce que tu veux nous en parler? Comment tu as su tirer, maintenant avec le recul, de l'expérience là-dessus? Et te permettre de dire, je tomberai peut-être plus là-dedans, ou peut-être, tiens, ça me permet de voir autrement un autre spectre. Peut-être de réussir à avoir une certaine distance avec les événements. De pas forcément toujours prendre les choses trop à cœur. C'est bien hein, d'être impliqué, mais à un moment, c'est aussi bien quand on a des difficultés de savoir prendre un peu de recul, un peu de hauteur, relativiser certaines choses et en fait avoir confiance euh, en l'avenir et sur le fait qu'à un moment, on peut rencontrer une difficulté, il peut y avoir des choses qui ne se passent pas comme on l'avait prévu, mais la Terre continue de tourner et la vie continue. Et en fait, après, on a tendance à oublier les difficultés ou voilà, on va avoir un vague souvenir de difficultés qu'on a pu rencontrer pour se concentrer uniquement sur ce qui fonctionne et les choses positives. Donc, ouais, les difficultés que j'ai été amené à rencontrer, c'est comme quand tout à l'heure on parlait des difficultés de la rédaction du deck, etc. Enfin, du mémoire pour le deck. En fait, ouais, sur le moment, on peut avoir des moments de doute, des moments difficiles. Tu vois, quand je passe le DSCG la première fois, et je l'ai pas. Pour le coup, ça a été dur pour moi, euh, mais en fait, on se relève, on continue et on continue. Enfin, on se refixe des objectifs et voilà. J'ai tendance plutôt à voir les choses de cette manière-là, c'est-à-dire à me dire, euh, voilà, plutôt que de se laisser abattre, plutôt que de se focaliser sur le négatif, regardons plutôt l'avenir, regardons le positif, essayons de trouver d'autres sources euh, de satisfaction, d'autres sources de réussite. Et puis de toute façon, à un moment, le temps fait que, voilà, alors je suis désolé parce qu'il y a des gens qui ont passé plusieurs fois le DSCG et par exemple ne l'ont pas eu, ou le DEC aussi. Mais en tout cas, moi, pour mon cas, voilà, je repasse une deuxième fois, je continue, hop, je repasse le deck, enfin, je passe le deck, je l'ai pas, je le repasse, je l'ai, voilà, c'est, je sais pas, c'est de la détermination Ou le fait que tu te fais confiance en te disant, faut que j'y aille. Je teste, ouais, j'y vais. et je pense que c'est ce que tu as raison dans ce que tu dis, c'est se faire confiance en fait, c'est se dire qu'à un moment, on peut rencontrer des difficultés, avoir des échecs, mais C'est pas fini. avoir confiance dans ses capacités, sur le fait qu'on est capable d'y arriver et en même temps relativiser l'échec. Voilà, c'est un peu moi ma façon de voir les choses. J'aimerais que tu me donnes, toi, ton message, si tu en avais un à adresser à ceux qui hésitent encore à rentrer justement ce parcours exigeant du deck. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que justement, alors ça dépend où ils en sont, mais ceux qui ont déjà eu le DSCG, je leur dirais que le deck c'est plus facile que le DSCG pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et que donc c'est dommage d'arrêter là parce que justement si on a le DSCG par rapport à l'étendue de toutes les études depuis qu'on est rentré au CP, on a déjà fait 90-95% du chemin. Il reste plus grand chose et voilà, c'est juste un peu de temps évidemment, et c'est pas facile et je comprends bien que pour certaines personnes
plus on attend, plus on avance en âge, etc. Et plus c'est dur de revenir dans les études, de s'organiser, de trouver le temps de rédiger un mémoire, de réviser des examens, etc. Mais le deck, c'est au final pas si difficile que ça quand on prend les choses étape par étape. Et puis une fois qu'on a le deck, ben, c'est quand même la liberté de pouvoir s'installer, de pouvoir créer son cabinet. Alors après, ça dépend du projet de chacun. Pas tout le monde a envie, a vocation à créer son cabinet. Et moi, entre le moment où je l'ai eu et le moment où j'ai créé mon cabinet, ben, il y a eu 5 ans. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie d'autonomie, de liberté, qui ont envie de s'engager dans un projet entrepreneurial, bah, le deck, c'est quand même une, 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 une clé pour ouvrir pas mal de portes. Voilà. J'aimerais qu'on aille maintenant sur ton présent. Ouais. Donc, tu as ouvert ta structure, Mindset Finance. À un moment, est-ce que t'as regardé dans le rétro et tu t'es dit quand même, mon parcours, il est pas mal. Je suis fier de moi professionnellement, de ce que j'ai fait. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire quand soit il y a des difficultés, soit quand je voudrais réussir à aller plus vite. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? Alors, j'ai pas forcément d'anecdote, mais c'est vrai que quand je me suis lancé, moi, comme je te l'ai dit, alors j'avais confiance en moi sur le fait que j'allais réussir. Maintenant, il n'y avait rien de tangible. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir assez vite trouver mon premier client, mais j'avais aucune certitude sur ce qui allait se passer par la suite. Et puis, en fait, ce premier client, ça devait être une mission de 3 mois. Donc, de toute façon, j'avais pas un horizon de temps très très long, parce que c'était pour remplacer quelqu'un qui était en congé maternité et donc qui devait revenir 3 mois plus tard. Donc voilà, c'était juste, c'était super, mais c'était juste pour mettre le pied à l'étrier. Voilà, c'était pas, il n'y avait pas forcément de, d'horizon, de temps au-delà de ces 3 mois. Donc là-dessus, c'est plutôt une sorte de confiance sur le fait que ça allait bien se passer, mais j'avais jamais fait de développement commercial, donc je savais pas où ça. Donc quand je me suis lancé, honnêtement, j'avais aucune vision sur où j'allais être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et ce que j'ai souvent tendance à me dire, c'est si au moment où je me suis lancé, on avait fait un avance rapide pour montrer où j'en suis à aujourd'hui, bah, j'aurais trouvé ça génial. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois hyper reconnaissant et satisfait de là où j'en suis aujourd'hui. Après, moi j'ai tendance à parfois, quand j'arrive justement comme je raisonne un peu étape par étape, quand j'atteins un jalon, quand je franchis une étape, j'ai envie d'aller à l'étape d'après. Et parfois, je peux être un peu frustré de ne pas réussir à aller à l'étape d'après aussi vite que ce que j'aurais voulu. Donc, à ce moment-là, quand il m'arrive ce genre de choses, j'essaye de penser au passé. Ouais, tu te dis quand même, c'est pas mal. Je me dis, effectivement, regarde un peu dans le rétro, quand justement tu as pris la décision de te lancer, mais dans l'inconnu total. Et voilà, tu ne peux être que heureux, épanoui et satisfait de là où tu en es aujourd'hui. Aujourd'hui, comment tu t'organises? Comment tu fais ton emploi du temps pour faire tourner ta carrière et être efficace? Parce que tu as des fonctions à l'ordre, tu nous as dit, et en même temps, tu gères une belle boîte. Ouais, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu as une méthode? J'ai pas forcément de méthode. Ma méthode est catastrophique parce que ma méthode, c'est tant qu'il y a de la place dans l'agenda, je dis oui. Donc, ce qui fait que parfois ça coince, parce que évidemment, parfois le laps de temps entre 2 réunions, 2 trucs, fait que s'il y a quelque chose qui déborde, j'ai pas trop de capacité à pouvoir décaler, voilà. Et puis, non, c'est pas toujours simple. J'essaye de progresser là-dessus pour justement ne pas toujours dire oui, mais c'est vrai que aujourd'hui, voilà, depuis une petite année maintenant, je suis élu à l'Ordre des experts comptables de Paris et j'occupe des fonctions au sein de la commission d'innovation, du club DAF et du comité de transmission.
chaque élément pris séparément, en fait, c'est très gérable. Mais le cumul de tout ça, plus effectivement le cabinet, plus j'ai aussi j'ai cofondé avec 3 autres associés une agence no-code. En fait, le cumul de tout ça fait que parfois ça peut coincer. Voilà. J'ai pas de recette miracle. J'essaye juste si ce n'est, voilà, peut-être que ma recette miracle, c'est d'être entouré des bonnes personnes sur qui je peux me reposer, en qui j'ai confiance et qui savent gérer, prendre des décisions quand je suis pas forcément dispo. Voilà. Est-ce que tu prévois aussi dans ton agenda, par exemple, le lundi, c'est pour l'ordre, le mardi, c'est pour mon autre société de no-code, ou c'est en fonction des urgences et tu délègues, comme tu dis? Alors, mon agenda, alors moi j'adore, il n'y a pas de routine en fait. C'est-à-dire que mes journées se suivent et se ressemblent pas. Pareil pour les semaines, pareil pour les mois. En fait, si je disais, par exemple, lundi c'est pour l'ordre, le problème c'est que si un jour j'ai une réunion pour l'ordre le jeudi, je fais comment? Donc en fait, je suis obligé d'ajuster mon planning en fonction des rendez-vous avec les clients, avec les équipes, avec l'ordre, avec avec des partenaires, avec des prospects, voilà. Non, j'essaye de faire en sorte de caler ça dans mon agenda en fonction de ce qui est vraiment essentiel. C'est ce que j'essaie de faire depuis quelques temps maintenant, en me disant, si je mets quelque chose dans mon agenda, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est l'essentiel? Est-ce que est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Alors, c'est pas forcément m'apporter financièrement, mais en tout cas, humainement, est-ce que je vais en ressortir en ayant appris quelque chose, en ayant rencontré des gens intéressants, en ayant pu moi aussi apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc j'essaye d'arbitrer un peu comme ça, en essayant de faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire. Je peux pas avoir 100% de choses dans mon agenda que j'aime faire, mais j'essaye de m'en rapprocher le plus. Alors, c'est aussi parce que je suis entrepreneur, expert comptable, etc. On peut appeler ça comme on veut, mais c'est sûr que quand on travaille pour soi, pour son cabinet, pour le cabinet qu'on a créé, en fait, j'ai tendance à considérer que le temps que je passe, c'est pas du vrai travail. Voilà. Donc forcément, beaucoup de choses que je fais me rendent heureux, m'épanouissent. Et j'ai la chance de faire plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc c'est parfois difficile, mais moi ça me rend heureux. En fait, rester toute la journée derrière le même bureau à faire les mêmes tâches et voir les mêmes personnes, ça me rendrait malheureux. Et en fait, je serais pas bon, je serais pas efficace parce que je m'ennuierais. Et je pense qu'on n'est pas bon quand on s'ennuie. Donc, en fait, je recherche aussi parfois cette excitation, cette adrénaline de passer d'un rendez-vous à un autre. C'est ce qui me permet, moi, de me nourrir et d'être vraiment pleinement épanoui par mon métier, par mon travail, par mes fonctions. Tu nous as dit, tu es entrepreneur, expert comptable. Et moi, j'aimerais que tu me donnes une définition de l'archétype de l'expert comptable d'aujourd'hui, selon toi. Je pense que l'expert comptable d'aujourd'hui, c'est pour moi le conseiller numéro 1 du chef d'entreprise. Souvent, on met un peu en même temps l'expert comptable, l'avocat, le banquier, ce qui en soi n'est pas faux, mais un avocat, en général, en tout cas pour type de société qu'on accompagne, le dirigeant ne va pas forcément avoir des contacts réguliers avec son avocat. Si à un moment, il y a une opération particulière, une levée de fonds, une entrée d'investisseurs, une cession de son activité, ou voilà, évidemment, il va avoir beaucoup d'interactions avec son avocat, mais c'est ponctuel, c'est temporaire. Nous, en fait, quand on est expert comptable, on peut avoir des clients avec qui on interagit toutes les semaines.
Et donc, et parfois, c'est même nous qui interagissons aussi avec le banquier, avec qui on va poser des questions, gérer certains sujets, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, je vois vraiment l'expert comptable comme le conseiller numéro 1 du dirigeant, le conseiller sur lequel le dirigeant se repose et qui est capable de comprendre ses besoins, comprendre ses problématiques, comprendre ses enjeux, comprendre son environnement, comprendre son écosystème, être capable d'être force de proposition, comprendre aussi en fait, tout l'environnement IT avec les outils et avec demain l'arrivée de la facture électronique. En fait, aujourd'hui, l'expert comptable a une place prépondérante. Il peut prendre en main une multitude de sujets, parce qu'il y a les sujets comptables, évidemment, il y a les sujets fiscaux, sociaux, il y a la finance, mais il y a aussi le RH, il y a le juridique, il y a les outils, et j'en oublie, il y a l'administratif. Donc il y a une multitude de sujets sur lesquels l'expert comptable doit être capable de se positionner. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va tout faire, mais en tout cas, il faut qu'il puisse apporter des réponses. Parfois, la réponse, il la connaît et il apporte une solution. Ou parfois, en tout cas, c'est juste être capable de mettre en relation son client avec un partenaire qui va être un spécialiste du sujet, mais en tout cas, il apporte une solution. Donc, l'expert comptable, pour moi, c'est un apporteur de solutions pour le dirigeant, parce qu'aujourd'hui, le dirigeant, c'est souvent quelqu'un qui est seul. Alors, parfois, il peut y avoir 2 associés, 3 associés, mais souvent, c'est quelqu'un qui va être seul. Et quand il va avoir des associés, parfois, il ne peut pas tout dire à ses associés, parfois, il peut y avoir des conflits, parfois, ses associés, ils vont être uniquement intéressés que par des fonctions techniques ou des fonctions commerciales, mais en fait, tout le reste, la compta, la finance, l'admin, la stratégie, etc., il n'y a pas forcément d'interaction, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et donc, il n'y a qu'avec son expert comptable qu'un dirigeant peut avoir de vraies discussions. Et même quand il y a un DAF qui est salarié, parce qu'on peut se dire, quand il y a un DAF salarié, il a plein de casquettes, dont la compta, dont la finance, dont le contrôle de gestion, dont la trésor, etc. Sauf que le DAF, même s'il est très bon, il y a 2 choses qui vont lui manquer, selon moi. Un, c'est que s'il a eu qu'une carrière de DAF en entreprise, il a peut-être vu 2 entreprises, 3 entreprises, 4 entreprises, mais il n'a pas le benchmark que peuvent avoir les experts comptables à accompagner des dizaines, voire des centaines de clients différents dans parfois des secteurs qui sont proches. Donc, il y a des vrais benchmarks concurrentiels avec des vrais inputs à avoir, à donner. Ou parfois sur des entreprises totalement différentes, mais sur lesquelles il aurait des choses à apporter à ses clients. Donc il y a cet aspect un peu benchmark et cet aspect aussi où un dirigeant, je l'ai observé, c'est parfois difficile pour lui de se confier, d'être totalement transparent avec son DAF quand il est salarié, parce que ça reste un salarié. C'est quelqu'un qui peut, dans certains cas, peut-être communiquer avec d'autres salariés sur des sujets confidentiels. C'est quelqu'un, demain, si la société est vendue, lui, il risque de perdre son travail, etc. L'expert comptable, en fait, il risque potentiellement de perdre un client, mais c'est un client parmi des dizaines ou des centaines d'autres. Donc, et puis, il aura la satisfaction du devoir accompli d'avoir accompagné son client jusqu'à la cession de son entreprise. Donc, c'est aussi beaucoup de satisfaction. Donc, le dirigeant, tant qu'il peut, selon moi, il a quand même vocation à faire appel à un DAF externalisé pour les raisons que j'ai évoquées, et plutôt que d'avoir un DAF salarié avec lequel, oui, il aura peut-être plus d'échanges au quotidien parce que ce DAF sera dédié à 100% à cette entreprise, mais derrière, il y a des contraintes et des freins, je trouve, qui peuvent être importants. On va aller sur ton futur maintenant. Ouais. J'aimerais savoir, à court terme, quels sont tes projets sur cette année ? Fin d'année 2025, début 2026. Mon sujet du moment, on est en septembre 2025, mon sujet du moment, c'est de réussir à trouver la bonne organisation
la bonne structuration pour le pôle expertise comptable. On s'est lancé au départ, donc au tout début, en 2019, sur le DAF externalisé et des missions de CAC ad hoc. Alors, le cabinet était inscrit à l'ordre, inscrit à la compagnie, mais au tout début, j'ai pas pris de mission d'expertise comptable. Et puis, il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, on a lancé un pôle expertise comptable et je ne savais pas forcément où ça allait nous mener. Et puis, petit à petit, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et ça grossit de plus en plus. Et là, on arrive à un seuil, à un niveau, à un plancher, un plafond, peu importe comment on appelle ça, mais en tout cas, à un niveau où il faut qu'on arrive à structurer les choses différemment pour atteindre le palier d'après. Et donc, ça passe par réussir à recruter aussi les bonnes personnes, potentiellement changer des process, changer l'organisation, changer un certain nombre de choses pour passer à l'étape d'après. Ça, c'est mon sujet du moment. Voilà, normalement, je devrais être en passe d'y arriver, mais c'est mon sujet du moment. Et puis, après, notre activité de DAF qui continue de se développer, avec aussi aujourd'hui la volonté. Au départ, c'était donc plutôt du DAF externalisé sur une partie pilotage financier. Et donc, on a eu comme ça tous nos premiers clients. Et puis, nos clients, on les garde 1 an, on les garde 2 ans, on les garde 3 ans. Et puis, à ce moment-là, ils commencent à faire de la croissance externe ou ils commencent à se faire racheter. Et donc, nous, on les accompagne aussi dans ces process-là. Et avec le temps, on se rend compte que on est complètement pertinent, même très pertinent, pour les accompagner sur justement des projets un peu M&A. Okay. Et donc, on lance aussi une verticale dédiée à l'accompagnement M&A sur des dirigeants, donc accompagnement à la cession, accompagnement à la reprise, avec une personne de mon équipe qui va être dédiée à cet accompagnement, parce que c'est aussi le rôle de l'expert comptable. Et je pense que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ce rôle n'est pas assez valorisé. Et c'est aussi ce qu'on souhaite faire avec le comité de transmission au niveau de l'ordre des experts comptables de Paris, c'est donner les clés aux experts comptables pour devenir pertinents, pour accompagner leurs clients sur des missions d'accompagnement à la cession ou à la reprise. Je pense que l'expert comptable, il est au cœur de tous les flux, au cœur de tous les process. Et il n'y a pas une personne dans l'environnement du dirigeant mieux placée que lui pour l'accompagner. Et c'est dommage que parfois, certains dirigeants gardent leur expert comptable, mais prennent quelqu'un qui va découvrir et qui, en plus, va demander 90% des infos, il va les demander à l'expert comptable. Et donc, c'est dommage de ne pas réussir à suffisamment bien revaloriser ce métier. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent, il y a de la communication, il y a plein d'actions qui sont menées. Au niveau du comité transmission, par exemple, on organise le 24 novembre, donc je ne sais pas quand sortira l'épisode, mais voilà, teaser. Le 24 novembre, il y a Transfert, donc c'est une journée qui est organisée avec les avocats, avec les notaires, avec la CCI et avec d'autres partenaires encore, pour justement parler de transmission d'entreprise et sensibiliser tout un écosystème, sensibiliser les dirigeants et revaloriser le rôle de l'expert comptable dans cet accompagnement-là. On prend date. Maintenant, j'aimerais que tu te projettes à 10 ans. Ouais. Tu seras où dans 10 ans? En retraite Non, je suis jeune, je pense. En tout cas, je m'estime jeune pour être en retraite dans 10 ans. Non, moi, l'ambition que j'ai pour Mindset Finance, c'est de continuer notre développement encore longtemps, de grossir. Donc, je me vois toujours au sein de Mindset Finance, mais avec des équipes plus importantes, avec aussi d'autres associés.
parce qu'aujourd'hui, je suis seul associé sur la partie mindset finance. Mais par rapport à l'ambition que j'ai, la volonté que j'ai, etc., c'est un chemin que je ne me vois pas faire seul parce que j'ai envie de partager une aventure entrepreneuriale. Quand je me suis lancé, dès le départ, j'avais envie d'avoir un associé. J'ai juste pas trouvé la bonne personne. Et donc, j'ai continué mon bonhomme de chemin. Mais ma vision, c'est de toute façon, à un moment, aujourd'hui, avec les deux activités, enfin, l'activité DAF, expertise, parce que c'est les deux plus importantes, et puis la partie CAC, on est une petite quinzaine. Donc, c'est sûr que à court, moyen terme, il faudra structurer davantage, on va dire, la partie associée, partnership, et puis après, réussir à trouver la bonne orga aussi, les bonnes équipes. C'est un métier humain, donc en fait, mon enjeu, c'est de réussir toujours à trouver les bonnes personnes, dénicher les pépites. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Pour l'instant, j'ai réussi à trouver celles qui nous ont rejoints. Mais donc là, aujourd'hui, l'enjeu à 10 ans pour moi, c'est de réussir à continuer à développer les cabinets, toujours être heureux, épanoui, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce que j'ai l'intime conviction que on donne le meilleur de soi-même quand on est heureux et épanoui. Et ça, j'essaie de l'appliquer à tout le monde. C'est-à-dire que même chez nous, un profil très junior, un stagiaire ou un alternant, même à son niveau, je pense qu'il faut qu'il soit heureux, et pour ça, il faut qu'il fasse des choses intéressantes. Donc chez nous, à tous les niveaux, les personnes font des choses qui sont intéressantes et sur lesquelles elles apprennent énormément de choses. Et je pars du principe que c'est comme ça qu'on donne le meilleur de soi-même et qu'ensuite on contribue à la réussite du cabinet. Écoute, je te remercie pour cette interview, mais juste avant qu'on finisse, je pourrais te proposer un jeu pour que les auditeurs apprennent à mieux te connaître. Ça s'appelle le jeu Confession intime. Je vais te poser une série de questions et tu réponds seulement par plus ou moins, d'accord? Ok. Au niveau de la charge de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine? Plus. Au niveau du cercle social, est-ce que tu as de plus ou moins de 10 amis proches? Ça dépend comment on définit proche. Exactement. Non, plus. Au niveau du sommeil, est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures par nuit? Moins, malheureusement. J'aimerais dormir plus, mais c'est pas possible. Au niveau des congés annuels, est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines par an? Alors, plus. Après, Mais ouais, oui. j'ai une petite spécificité. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir organiser mon temps comme je veux. Et donc, j'ai 3 enfants. Donc, et puis, ma femme aussi est entrepreneur, donc elle a aussi une certaine forme de liberté. Donc, ce qui nous permet de passer du temps avec eux quand eux, ils ont des vacances. Hein. Les enfants, ils ont 3 mois de vacances dans l'année. Hein. Donc, donc, je prends plus que 5 semaines de congé par an. Par contre, je pars jamais sur mon ordi et je suis toujours disponible pour les équipes, même quand je suis pas là. Donc, ils peuvent m'appeler, m'envoyer des mails, m'envoyer des WhatsApp. Je suis toujours dispo et je rallume très souvent, pas forcément sur de longs moments, mais mon ordi parce que j'ai des mails à traiter, j'ai des tâches à faire. Moi, je suis aussi bien l'expert comptable du cabinet que l'office manager. Donc, il y a les clients à facturer, il y a les bulletins de salaire à faire pour l'équipe. Donc, voilà, j'ai toujours quelque chose à faire, ce qui fait que je ne peux jamais couper. Mais j'ai la chance de pouvoir prendre plus de 5 semaines par an. Voilà. Donc si on voit quelqu'un avec un ordinateur à la plage, c'est sûrement toi. Alors non, parce que l'ordinateur, je vais pas le prendre à la plage, mais c'est vrai que je coupe. Dans l'année, je coupe pas beaucoup complètement. J'ai toujours un œil sur mes mails, sur mes WhatsApp et tout ça. Mais c'est ce qui me permet de pouvoir partir autant, parce que je ne pourrais pas partir autant et en même temps déconnecter, laisser mon ordi à la maison et ne pas répondre aux demandes de l'équipe, aux demandes des clients, etc. Tu trouves des associés, c'est pour ça.
Voilà, c'est ça. C'est Prochain objectif. c'est le prochain objectif. Voilà. Dernière question. Est-ce que tu envisages de prendre ta retraite à plus ou moins de 65 ans? Pareil, en fait, ça dépend de ce qu'on entend exactement par retraite. C'est-à-dire que moi, tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de mon mentor, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a à peu près 80 ans et qui, jusqu'à récemment, en fait, continuait d'être actif professionnellement. Donc, en fait, je me verrais pas m'arrêter complètement de travailler et ne rien faire. Je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver. Ensuite, est-ce que je serai toujours expert comptable, toujours à la tête de Mindset Finance? Je ne sais pas. Mais j'espère, en tout cas, toujours actif professionnellement, mais ça peut être très large. Hein. Ça peut être mentor, ça peut être accompagner des jeunes entrepreneurs sous différentes formes. Ça pourrait être investisseur et s'impliquer dans les participations qu'on a. Ça pourrait être prof, ça pourrait être plein de choses. Voilà. Mais je ne me verrai pas ne rien faire de mes journées et ne pas être occupé. Bon, on te remercie, Anthony, de te Merci à toi. Merci à toi. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et à toi aussi. À bientôt. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.